et à tous. En attendant le micro, je vais parler un petit peu de voix, d'où l'importance de se calmer un petit peu et de laisser de l'excitation. Alors, la semaine dernière, depuis le début, j'ai essayé d'abord de cadrer les droits de l'homme comme carrefour de connaissances, comme aussi carrefour de discipline, qui recouvre la philosophie, l'histoire, l'anthropologie, les événements politiques, le droit, la culture et tout ce qui est la religion, bien entendu. Et c'est pour ça que je vais demander de lire les livres de Daniel Toshak, Les droits de l'homme, parce que c'est très important, ça nous donne un cadrage global sur la question des droits de l'homme. Mais il ne faut pas s'arrêter là, le livre, il faut le lire. Moi, je suppose que vous l'avez tous et toutes lu. Ça, c'est une supposition. Ça vaut ce que ça vaut, je ne sais pas. Mais pour ceux qui sont sérieux et ceux qui veulent aller de l'avant et ceux qui ont cette conscience qu'en fait, ils sont dans une étape ou un arrêt dans leur voyage initiatique académique, eh ben, il faut le faire. Ceux qui n'ont pas compris, tant pis pour eux, mais il n'y a pas de moyen pour les convaincre de le faire. Donc, après le livre de Daniel Toshak, vous m'entendez? Oui. Alors, donc, après le livret, en fait, c'est un petit livre de Daniel Toshak, je vous ai demandé de lire l'article ou le papier de John Stuart Mill, On Liberty, qui a été traduit en français sur des libertés. Et ce papier-là vous donnera une autre perception de la question des droits de l'homme dans la philosophie pragmatique, la philosophie anglaise. Et bien entendu, c'est une philosophie qui est prégnante, je dirais, de nos jours, parce que c'est, disons, un individualisme, qui soit méthodologique ou un individualisme anthropologique, qu'importe, mais c'est cet individualisme qui est pris comme référence universelle aujourd'hui. Donc, nous avons vu la semaine dernière la différence entre la personne, l'individu et le sujet. On a parlé moins du sujet, on en parlera par la suite, mais j'ai dit ce que c'est que la personne. La personne, c'est la... Vous voyez, à chaque fois que quelqu'un arrive en retard, il perturbe le fonctionnement. Désolé, alors ça perturbe. Par exemple, il y a un problème d'organisation et de rigueur. Vous voyez là, comment est-ce qu'on peut travailler dans un climat pareil? Là, alors, donc, je disais, c'était très important, et c'est encore très important pour ceux et celles qui n'ont pas lu le document de John Stuart Mill comme ouverture en fait. On ne peut pas lire énormément de documents, on n'a pas le temps, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas non plus la capacité de le faire de façon, disons, coordonnée avec les autres matières, mais ça vous donne de l'appétit. C'est censé éveiller votre curiosité sur la philosophie, la sociologie, l'anthropologie et bien entendu le droit. Vous êtes des étudiants en droit, vous allez
certains d'entre vous, une véritable vocation juridique, ils vont la pousser, ils vont être conscients de leur vocation et ils vont aller de l'avant. On a eu une prestation la semaine dernière avec un excellent exposé qui montre qu'il y a certains d'entre vous qui ont cette âme, qui ont ce désir, cette volonté de savoir, et bien il faut la continuer. Alors, après avoir lu le document de John Stuart Mill, je vous ai demandé de lire sur les mécanismes onusiens des droits de l'homme, les droits de l'homme et les systèmes des Nations Unies, des clés pour agir. Et nous arrivons aujourd'hui, il me semble, à la page 10. Alors, à la page plutôt 7. Non, la page 4, pardon. À la page 4, on va commencer, on va rebrousser chemin à partir de la page 3. Il faut le lire, et moi, pour moi, lire, c'est balisé. Ça ne sert à rien d'avoir le document. Je vous dis pour la première fois qu'on le prend, on le demande, mais plutôt de le prendre, de le lire à votre méthodologie. Je vous ai déjà signalé comment le lire. Vous avez les marqueurs. Il faut lire le document avec disons, un souci didactique. Didactique, ça veut dire valider le champ, l'énergiser, prendre note et poser des questions. Alors, malheureusement, une fois de plus, nous n'avons pas le temps et vous n'avez pas cette matière, on va vous diriger pour travailler sur des textes bien particuliers avec une certaine pédagogie, une certaine méthodologie, mais si je vous le demande, c'est juste pour vous sensibiliser à la question de la lecture, pas une lecture, disons, en diagonale ou une lecture spontanée, mais plutôt avec une lecture approfondie et avec un savoir-faire. Certains d'entre vous, je l'ai vu, qui se sont bien préparés après les directives, qui ont ramené tout ce qu'il faut du point de vue didactique, qui ont travaillé chez eux, qui ont lu, qui ont pris note et qui viennent vraiment préparer. D'autres ne le font pas. Je me demande pourquoi d'ailleurs ils ne le font pas. C'est à vous de répondre à la question. Mais pour moi, j'observe et disons l'élément final, c'est l'examen de fin de semestre. Alors, à la page 3, nous sommes arrêtés la dernière fois après avoir lu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Et on en a parlé auparavant, disons, du système onusien des Nations Unies par rapport aux droits de l'homme, mais aussi le droit international des droits de l'homme. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs traités. Il y a plusieurs traités qui s'intéressent aux droits de l'homme et il y a plusieurs instruments. On les appelle tous pratiquement des instruments. Quand on parle d'instruments, ça veut dire que nous parlons de traités, de conventions, de déclarations, de protocoles facultatifs, d'annexes. Tout cela entre dans la catégorie générique d'instruments. Alors, quand on parle de traités, déclarations, principes, recommandations, lignes directrices, tout cela, c'est un langage juridique technique qui renvoie à des choses bien spécifiques, mais finalement, ça rentre, comme je l'ai dit, dans la notion générique, ça veut dire la notion globale des instruments des droits de l'homme. Et nous avons lu les 30 articles, c'est ça, les déclarations universelles des droits de l'homme, pardon. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. On s'est arrêté. 16. Bon, ben écoutez, vous avez eu le temps de les terminer chez vous. Bien entendu, on ne peut pas. C'est ça l'importance du TD. Moi, j'essaie toujours d'intégrer des TD dans le cours. Parfois, on réussit, parfois, on ne réussit pas. Mais si on ne le fait pas, il faut toujours penser que le travail essentiel à ce niveau d'instruction académique, c'est chez vous. C'est l'effort individuel, mais aussi le groupe. C'est-à-dire si vous constituez en groupe de 4-5 personnes et que vous faites des lectures croisées, des lectures concertées, des lectures discutées, eh ben, c'est ce qui vous disposera par la suite à comprendre le cours et aller de l'avant, même par rapport à l'analyse et bien entendu à la réussite
Inch'Allah. Alors, parmi les principaux traités en matière des droits de l'homme, donc là, je les ai évoqués la semaine dernière, on avait dit qu'il y a 9 traités en matière de droits de l'homme. Et ces 9 traités, on peut les lire de façon spontanée. Chacun d'entre vous, s'il peut lire le premier traité, ça consiste en quoi? Allez-y. Oui, allez-y. Le premier traité, le pacte international relatif aux droits civiques et politiques de 1976. Très bien. Le second. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de Très bien. 1976. Troisième. Deuxième protocole Trois. facultatif. Deuxième protocole facultatif se rapportant à la convention. Non. La Convention internationale. La convention. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les Allez, à haute voix, s'il vous plaît. formes. Allez-y. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1969. Merci. La quatrième. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. À la quatrième. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. D'accord. On l'appelle CEDAW. Allez-y. La Convention contre la torture européenne pour traitement cruel, inhumain et dégradant. Très bien. La Convention relative aux droits de l'enfant CRC 1990. Très bien. La Convention internationale sur la protection des droits et de tous les travailleurs, migrants et des membres de la famille. Très bien. La Convention relative aux droits des personnes handicapées 2008. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. La Convention n'était pas encore entrée en vigueur. Allez, répète, très doucement, à haute voix pour que tout le monde puisse comprendre ce que vous dites. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. La Convention n'était pas encore entrée en vigueur en juin 2008. Alors, le document, il date. Ça veut De dire 2008. que depuis cette entrée en vigueur et qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de retard à ce niveau. Alors, comme vous pouvez le voir, ces traités ont été créés par les parties, on appelle les parties prenantes, ou les parties tout simplement. Quand on parle des parties, dans le temps, quand on parlait de parties, on désignait les États. Puis, les États et les organisations internationales. Puis après, avec l'élargissement du spectre des acteurs des droits de l'homme, on a commencé à parler aussi alors d'abord de la société civile, les associations de la société civile, et puis après des individus, bien entendu, qui ont commencé à avoir un poids important, intéressant sur la scène internationale et notamment dans la discussion de tout ce qui a rapport avec les droits de l'homme. Donc, en anglais, on dit the parties ou the stakeholders, dans le sens des parties prenantes, c'est-à-dire les parties qui ont pris part aux discussions qui ont débouché sur la naissance d'un traité ou d'une convention. Mais pour l'essentiel, ces traités-là, ils forment des obligations. Il faut souligner en rouge le mot obligation. Obligation en fait de quoi? D'abord, de promouvoir les droits de l'homme, de respecter les droits de l'homme et de protéger les droits de l'homme. Alors, à chaque fois qu'on prononce, disons, un verbe de ces trois verbes, promouvoir, respecter et protéger, on renvoie à des dispositifs différents. Quand on parle de promotion, là on renvoie au dispositif d'abord éducatif, l'éducation, le rôle
de l'éducation dans la promotion des valeurs et des principes des droits de l'homme, c'est-à-dire ce que nous faisons actuellement. On enseigne à la fac, dans d'autres systèmes éducatifs, on enseigne même au primaire et au secondaire et au lycée. Et dans d'autres pays, c'est vrai qu'on enseigne les droits de l'homme, mais malheureusement au Maroc, on l'enseigne uniquement dans les universités de droit. Même à l'économie, au département de droit, qu'il soit public ou privé, mais à l'économie, on ne donne pas tant d'importance à cette matière. Au management, on ne donne pas tant d'importance à cette matière. Qu'en est-il des autres facultés? Là, à la faculté de Sharia, à la faculté de lettres, à la faculté de sciences et de techniques, on ne trouve pas trace de cette matière, alors qu'elle est fondamentale. Ça veut dire que toutes les générations éduquées se doivent de connaître, ne serait-ce que globalement, les principes des droits de l'homme. Alors, le Maroc a fait énormément de choses au niveau de l'institutionnalisation des droits de l'homme, mais au niveau de l'éducation et de la formation, ça reste toujours limité. Mais aussi, quand on parle de promotion, il n'y a pas que le système éducatif. Il y a aussi le système de communication ou informative. La communication et l'information. Du coup, les États se doivent de parler des droits de l'homme dans le cadre des médias. Et là, je trouve le mot médiatique. Alors, le dispositif médiatique. On peut dire communicationnel, on peut dire informationnel, mais médiatique est le plus important parce qu'on médiatise, on rend disons, quelque chose de connu, quelque chose d'élargi, quelque chose de diffusé à l'aide des médias. Quand on parle des médias, on parle de la radio, on parle de la télé, on parle de l'audiovisuel, la presse électronique, des journaux, que ce soit électroniques ou les numériques, tout ce qui peut être comme un support médiatique ou un véhicule. Je préfère le mot véhicule, c'est comme un véhicule que nous prenons pour nous rendre à un point donné. Donc voilà, le dispositif médiatique. Et ce dispositif médiatique, normalement, si on avait eu un support, disons, technologique, j'aurais pu vous projeter des films, des petits films, parfois même c'est un peu enfantin, c'est rébarbatif, mais oui, c'est ludique. C'est ludique, ça fait parfois du volet, ça fait parfois des eaux douces, mais avec le sérieux, il y a la chose. Alors, donc, voilà à propos de la promotion des droits de l'homme. Donc, ça repose sur les dispositifs. Le premier dispositif, c'est l'éducation. Le second dispositif, c'est le dispositif médiatique. On peut en trouver d'autres, mais par rapport... Oui, on peut parler aussi de dispositifs culturels, surtout que l'UNESCO intègre ce dispositif culturel dans la communication à propos des droits de l'homme et la promotion des droits de l'homme. Le deuxième verbe, c'est celui du respect. Le respect des droits de l'homme a besoin d'un dispositif bien particulier. Lequel selon vous? Protection. Pardon? Protection. Oui, non, on parle de respect et tu parles de protection. Ce sont trois. Parfois, pour respecter quelque chose, il faut la protéger d'abord par des lois. On n'en est pas encore là. Je comprends, oui. Vous avez raison. Tout ce est lié, tout se tient, mais on n'en est pas encore là. Non. Sur le fait de respecter les droits de l'homme, je pense que c'est à partir de deux dispositifs
l'éducation et de l'immédiat. Ça, c'est la promotion. C'est la mise en vigueur des textes et des... Absolument. L'encadrer juridiquement. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut élaborer un cadre juridique ou des cadres juridiques. Voilà. Il faut faire des lois. Il faut promulguer des lois. Mais est-ce que, d'accord, on est bien d'accord, donc le dispositif juridique, le dispositif légal, alors là-bas, on va l'appeler légalo-juridique. On dit point de sanction sans règle, sans texte. Alors, dans ce cas-là, il faut élaborer, il faut demander au Parlement, faire des propositions de loi protégeant faisant respecter les droits de l'homme, ou tout simplement d'organiser et de cadrer juridiquement les pratiques des droits de l'homme. Alors maintenant, est-ce que, à votre avis, la loi suffit par elle-même? Est-ce que le fait de promulguer un texte ou d'élaborer un texte, ça suffit pour que les droits de l'homme soient respectés par le gouvernement et les gouvernants? Non, je pense que cette règle juridique doit être impérative et sanctionnée. D'accord. C'est pas suffisant. D'accord. C'est la même chose, doit être imposée. Oui, il faut il va y avoir l'élaboration du texte juridique jusqu'à son application. D'accord. Une loi peut être efficace à travers son application. Son application. Application, d'accord. Il faut intégrer ce respect dans les coutumes et les usages. Très bien, très très bien. Elle doit être protégée obligatoire et générale. Il faut un contrôle. Alors, exactement, il faut un contrôle. J'ai deux points qui sont intéressants. Il faut intégrer les règles des droits de l'homme dans les us et les coutumes et dans les rapports sociaux et le comportement, c'est le respect. Je te respecte, tu me respectes, tu ne me coupes pas la parole quand je parle, je ne vous coupe pas la parole quand vous parlez, on ne perturbe pas la classe quand l'ensemble est en train d'apprendre. Donc ça, c'est dans le comportement, il faut que je m'astreigne à une conduite, disons, personnelle, qui prend en considération les droits d'autrui à la parole, le droit à exprimer son point de vue, le droit à, comment dire, non pas s'exprimer, je cherche le mot, quand on faute, le droit de se tromper. Monsieur, Voilà, exactement. il suffit l'existence d'une puissance publique pour imposer une certaine contrainte symbolique. Alors, est-ce que c'est une interrogation ou c'est une affirmation ce que vous faites? Est-ce que c'est une question? Oui, c'est une D'accord, vous avez raison. Non, il ne suffit pas d'avoir un pouvoir public, une force publique, pour la simple raison, c'est qu'on voit bien que l'État, le pouvoir public, les autorités publiques n'ont commencé à respecter les droits de l'homme que sous la protestation de la société, des associations, des partis politiques, des syndicats, des mouvements de revendication des droits et des libertés. Non, l'État généralement se fout des libertés individuelles ou des libertés collectives. Ce qu'il a montré, c'est l'ordre. L'ordre et la stabilité. À constat, ils peuvent mettre le paquet, mais on voit très bien que les États sont peu regardants sur les conditions d'application de la force publique. Je crois que c'est la prise de conscience des droits de l'individu. S'il est conscient de ces droits, s'il est capable de les pratiquer en toute sorte. Alors ça, je pourrais le mettre dans le cadre de l'éducation, c'est-à-dire la sensibilisation aux questions des droits et de la loi. Parce qu'il y a des lois qui sont imposables, mais ils sont violés même par les individus, par l'État. Là, on viendra au point que vous avez soulevé au début, à la protection. Oui, tout à fait. Alors l'idée... Je rejoins juste l'idée, c'est en fait pour avoir des droits de l'homme, disons, sains, la prise d'initiative, il doit être faite par le peuple, non pas par le pouvoir. Donc, et bien sûr qu'il passe par les représentants du peuple, voter, promulguer, valider, et
En parallèle, bien sûr, la soutenabilité du pouvoir pour l'instauration de cet ordre. Alors, la semaine dernière, après l'exposé de notre camarade, on a parlé d'une chose très importante quand on a soulevé la question du peuple. Est-ce que le peuple, c'est un élément de révolution, de changement, mais est-ce qu'il est un élément de construction, disons, de la démocratie et de cadre de la loi? Alors, du côté politique, oui, mais du côté juridique, non. Parce que nous avons appris à travers toutes les révolutions qu'on a vues la semaine dernière que le peuple peut être un tyran. Et le premier tyran, c'est le peuple. Ou bien parce qu'il laisse faire les grands tyrans, ceux des États, ou bien c'est lui qui les porte même à travers des mouvements populistes. Alors le populisme, c'est un danger pour la démocratie. Donc si on donne tous les droits au peuple, ben, je l'ai dit la semaine dernière, le peuple peut voler, peut violer, peut mentir, peut assassiner. C'est pas parce que c'est le peuple qui peut tout faire. Non, au contraire, aussi bien les États que les peuples doivent mettre leurs pratiques dans la légalité, au sein de la légalité. Non, ce que j'ai demandé, le mot approprié à mon avis, la phrase appropriée, c'est la société civile. La société civile, à travers les associations de revendication des droits ou les associations de revendication des procédures, comme l'a dit votre camarade, les procédures juridiques doivent être observées pour qu'il y ait un procès équitable. Pour qu'il y ait des procès équitables pour rendre justice, il faut qu'il y ait ce principe d'équité, d'égalité devant la loi. On n'est pas encore là parce qu'on est uniquement à ce stade de la question du respect. On viendra à la protection, on parlera des procédures générales, des procédures tout ça. Alors, et bien entendu, on arrive au troisième vers qui est la protégée ou la protection des droits de l'homme. Alors, je repose la question. Vous pouvez fermer d'un côté, parce que je ne vais pas vers l'autre côté. Non, ici. Alors, quand on dit protéger, qu'est-ce qu'on veut dire par protéger? Protéger quoi et de quoi? Pardon? Protéger les droits de l'homme contre l'arbitraire royal. Très bien, contre l'arbitraire. Ça veut dire que la République sans Poutine, c'est un chef d'État de la République fédérale. Il fait des exactions de droits de l'homme depuis le pouvoir. Non, ce n'est pas la forme du pouvoir politique qui nous renseigne sur ses pratiques politiques. C'est plutôt ses pratiques, sa réalité, la manière de traiter le peuple, les classes sociales, les associations qui nous renseignent sur sa capacité à agir dans le cadre de la démocratie, de la loi et du droit. Alors, on arrive à la protection, bien entendu, il faut protéger à la fois les individus, les groupes, les minorités du pouvoir de l'État. Mais aussi du pouvoir, alors ce qu'on appelle le pouvoir diffus. Le pouvoir de l'État, on le voit, quand il y a un représentant de l'ordre public, de l'autorité publique, on doit le respecter, mais aussi il doit respecter les individus et les citoyens, parce qu'il est le dépositaire de la force publique, et la force publique doit être du côté du droit et des lois. Il est le représentant de l'ordre et de la loi. Et en ce sens-là, ces conduites doivent être aussi observées, contrôlées. Donc on a ici trois notions. La notion d'autorité publique, la notion de loi, de la légalité et de la légitimité de l'autorité publique. Nous avons la question du contrôle de l'autorité publique. Qui c'est qui puisse contrôler l'autorité publique pour s'assurer qu'elle ne va pas abuser de sa force C'est le peuple. et donc d'enfreindre les lois. Oui.
C'est le peuple normalement qui doit C'est contrôler. le peuple. Oui. Les institutions, Encore le peuple. Non, non, c'est bon. la représentation. À travers la Constitution, à travers... Très bien. Donc c'est d'abord la loi. Ce n'est pas le texte, c'est la loi. D'abord la loi. Deuxièmement, alors je dirais les institutions, oui, on développe des institutions publiques de contrôle, le Parlement. Il y a le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. Il y a même le contrôle instantané. En même temps, on ne laisse pas faire et puis après on tranche. On laisse pas, on bloque pas les appareils de travailler et après on se prononce. Non, on peut le faire immédiatement pour arrêter l'abus. Il y a donc le contrôle, mais il y a aussi les organisations de la société civile qui sont capables de déclencher les mécanismes de contrôle. Comme la CNPH. Conseil national des droits de l'homme, et y avoir aussi les associations, l'Organisation nationale des droits de l'homme, il y a aussi l'OMDH, l'Organisation marocaine des droits de l'homme, il peut y avoir Amnesty International, le Haut Commissariat des droits de l'homme, ça n'existe pas en Maroc. Ça c'est en Louisiane. Alors, Qui fait que le Parlement représente la majorité populaire. On ne peut pas protéger la minorité. on ne peut pas l'avoir. Pourquoi? C'est car le Parlement il vise l'intérêt de la majorité. Non, non. Non, c'est un débat. Je ne sais pas si vous avez lu le papier de John Stuart Mill. Apparemment, non. Vous l'avez pas lu. Ça se discute de cette question. Et il dit que la démocratie, c'est bien entendu la victoire de la majorité, mais aussi la protection des droits des minorités. C'est pas parce que je suis majoritaire que je vais écraser les minorités. Non, ça n'a pas de sens. C'est juste la majorité pour faire élire des responsables, des représentants pour former un Parlement et donc une majorité parlementaire qui va donner naissance au gouvernement, mais en aucune manière on va écraser le droit des minorités. Au contraire, plus la minorité est forte, plus elle se doit de protéger le droit des minorités. Monsieur, il n'était pas en pratique, comme la minorité de Borna et la minorité de Laïko. Il n'y a pas de pratique de droit, la protection de ces minorités. Alors, ça, bien entendu, l'exemple que vous avez donné, ce n'est pas celui d'un État démocratique. Ce n'est pas celui d'un État démocratique qui protège les droits de l'homme. C'est un État autoritaire. Et je dirais même totalitaire. Une dictature, c'est ça. Alors, laissez-moi aller parce que nous avons énormément de choses à voir ensemble. Alors, du coup, la protection, donc, elle peut être sous forme de, nous avons dit de contrôle, a priori, a posteriori, et dans le cadre de la Constitution, il faut voir comment la Constitution marocaine protège les droits de l'homme, fait respecter et fait protéger les droits de l'homme. J'aimerais bien vous demander de le faire pour la semaine prochaine, petit essai de votre part pour voir quels sont les articles qui ont rapport avec les droits de l'homme et quels sont les mécanismes de protection et de promotion des droits de l'homme qui sont stipulés dans la Constitution. Alors, donc la protection, d'abord le contrôle. Ensuite, il ne suffit pas qu'il y ait un contrôle, il faut qu'il y ait quoi? Des sanctions. Qui c'est qui va donner les sanctions? Qui c'est qui est apte? L'État. Pardon? L'État. Ah, les institutions juridiques, c'est-à-dire les tribunaux, c'est-à-dire les pouvoirs judiciaires, la justice. Le juge, le pouvoir du juge est très important dans la protection des droits de l'homme. À chaque fois qu'il y a une plainte formulée par un individu ou par un groupe d'individus ou une association, qui a pour objet une atteinte aux droits de l'homme, ou un principe de l'homme, ou une valeur des droits de l'homme, ou même une règle juridique protégeant les droits de l'homme, eh bien, le juge a le droit de s'enquérir. Il a le droit
d'enquêter, il a le droit de se prononcer sur cela et ce qu'on appelle les mécanismes judiciaires. Le mécanisme judiciaire de protection des droits de l'homme. Donc nous avons le mécanisme juridique, l'ensemble des lois et des règles qui protègent les droits de l'homme, et nous avons le mécanisme judiciaire, ça veut dire l'ensemble des institutions judiciaires, les tribunaux, première instance, d'appel, de cassation et même de cours constitutionnels. Donc tout cela, alors je vais vous demander aussi maintenant, pour certains d'entre vous, de faire une petite recherche sur les mécanismes de protection judiciaire des droits de l'homme au Maroc et sur l'organisation judiciaire, donc les mécanismes de protection judiciaire des droits de l'homme au Maroc et l'organisation judiciaire aux droits de l'homme de façon globale, globale, un schéma. Pardon? Les mécanismes judiciaires de protection des droits de l'homme au Maroc, mais en même temps l'organisation judiciaire nationale. Non, au Maroc. J'ai dit au Maroc, je suis marocain. À partir de la Constitution de 2011. Alors maintenant, parmi ces 9 traités internationaux, ou à côté de ces 9 traités internationaux, il y a d'autres, d'autres annexes. Nous trouvons en première instance la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée, qui n'est pas ratifiée. Et puis, je pense que depuis, ça a été ratifié par la plupart des États en 2017. Et même, je dirais, après le traité de Rome, portant sur la Cour pénale internationale. Alors, certains de ces traités ont été complétés par des protocoles facultatifs. Qu'est-ce que c'est qu'un protocole facultatif? Qu'est-ce que c'est qu'un... Voilà, les protocoles facultatifs, ce sont des annexes qui ont été rajoutées à des traités internationaux, mais qui n'ont pas ce caractère obligatoire. Très important. Mais qui n'ont pas ce caractère obligatoire. Et il y a, à côté des protocoles facultatifs, il y a bien entendu les procédures spécifiques. Alors le mot procédure spécifique, je vous l'ai écrit en vert. Et entre parenthèses, vous mettez les plaintes individuelles et les enquêtes. Les plaintes individuelles et les enquêtes. Alors la page 5, c'est une page qui nous donne le nom du traité portant sur les droits de l'homme, la date d'adoption, la date d'entrée en vigueur, et le nombre des États qui ont adhéré à la Convention. Alors, où ça? Oui, il y a un nombre. Alors, non, ça doit être quelque chose de, disons,
convention, c'est sans appel. On verra tout à l'heure, mais je pense que c'est un ordre qui est technique, c'est pas un ordre qui a rapport avec oui, explicatif. Alors, là, franchement, très attention, madame. D'accord? Vous venez en retard. Perturber le déroulement du cours. Croyez-moi, j'aurais plus envie que vous assistiez au cours. Très attention. Vous allez voir la semaine prochaine. Alors, il y a d'autres instruments internationaux des droits de l'homme. Parmi ceux-ci, il y a la déclaration, les lignes directives, c'est toujours marqué les en vert, déclaration, lignes directives, standards et recommandations. Ce sont des mots techniques qui renvoient à des instruments, c'est-à-dire, que veulent-nous dire par instrument? Nous voulons dire tout simplement que ce sont des moyens qui sont donnés aux partis pour travailler et développer le dispositif des droits de l'homme. Et parmi ces instruments, on peut se référer aux déclarations des défenseurs des droits de l'homme qui, eux, se doivent être protégés. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un individu ou un groupe d'individus qui militent pour les droits de l'homme, mais qui peut être sujet à des, à des poursuites, ou même, oui, ça peut être des poursuites légales, ça peut être aussi des menaces, de harcèlement, et d'attaques privées, familiales, ou sociales, ou professionnelles exactement. Alors, pour que ces gens aient le courage pour continuer leur mission. Oui, leurs actes, leurs actions. Vous voyez, je suis un peu perturbé parce que je sais pas des choses à ce niveau-là. Alors, qui normalement devraient travailler avec, disons, dans un cadre de confiance, leur permettant de continuer leur lutte, de continuer leur militantisme face aux États dictatoriaux. Alors, dans ce cas-là, si lui-même n'est pas protégé, donc il ne peut pas y avoir une dynamique de la société civile. Et c'est pour cela qu'il y a ce mécanisme-là qui a été élaboré en 2007, demandant aux États de faire des déclarations concernant la défense de ceux qui militent pour les droits de l'homme. Et il y a aussi une déclaration sur les droits des peuples autochtones qui a été promulguée en 2007. Alors, adoptée, pardon, en 2007. La déclaration des droits des peuples autochtones, ça entre dans le droit de protection des minorités. Que voulons-nous dire par peuple autochtone? Originaire. Pardon? Les peuples originaires, comme le peuple amazigh. Oui. Alors, auto, c'est le concept de autochtone. Originaire. Alors, le peuple qui habite originaire du terroir, De la terre. du terroir, du lieu. C'est-à-dire celui qui résidait sur un territoire. Je sais pas. C'est raciste. C'est vraiment péjoratif, très péjoratif. Aborigène, c'est aussi. Pardon? C'est pas péjoratif parce que ce sont les Français qui nous désignent arabes et berbères d'indigènes, ça veut dire les habitants du sol sans qu'ils aient de citoyenneté. Ils ne sont pas des citoyens. Ils ne sont pas des citoyens. Ils sont sujets à la colonisation. Comme les Indiens d'Amérique, bien les Berbères. Exactement. Les Indiens d'Amérique. Les premiers peuples. Oui, les premiers autochtones sont les premiers peuples qui ont investi un territoire bien délimité. Alors, et bien entendu, il y a ces instruments
n'ont pas, comme l'a dit votre camarade, n'ont pas une valeur juridique obligatoire, mais ce sont tout au plus, ils ont une portée morale. Ça veut dire, si vous le faites, c'est bien, si vous ne le faites pas, c'est pas bien. Alors, la deuxième partie porte sur la question suivante, comment les droits de l'homme sont-ils promus et protégés? Et on arrive là aux instruments et aux cadres juridiques de protection des droits de l'homme. Alors, les Nations Unies ont développé plusieurs organes. Ils ont développé plusieurs organes spécialisés dans les droits de l'homme. Parmi ces organes-là, nous trouvons d'abord le Haut Commissariat aux droits de l'homme, connu sous le nom de l'abréviation de HCDR. Et à côté du Haut Commissariat aux droits de l'homme, il y a des organes principaux que sont les suivants. Alors, le premier organe, c'est le Conseil des droits de l'homme. Faites très attention à cela, c'est très important. Il faut le prendre vraiment dans sa dimension structurale et sa dimension organisationnelle. Moi, je trouve qu'on en parlera de façon continue. Alors, qu'est-ce que c'est que le Conseil des droits de l'homme? Quelqu'un d'entre vous puisse me dire qu'est-ce que c'est que le Conseil des droits de l'homme? C'est la haute instance qui promulgue les droits de l'homme et les protège de façon continue. D'accord. D'accord, quoi encore? C'est un organe intergouvernemental Très bien. au niveau des Nations Unies. D'accord, très bien. Les qualificatifs d'intergouvernemental, c'est très important, ce qui montre que ce n'est pas un organe des Nations Unies qui vient d'ailleurs, mais ce sont les gouvernements, notamment les partis des traités, qui s'organisent entre eux dans le cadre du Conseil des droits de l'homme. Alors, le Conseil des droits de l'homme est le principal organe intergouvernemental des Nations Unies chargé des droits de l'homme. Elle a été établie en 2006, le 15 mars 2006, par l'Assemblée générale. Vous voyez, par l'Assemblée générale, et non pas par le Conseil de sécurité ou le secrétariat général des Nations Unies. Alors, pourquoi l'Assemblée générale? Parce que, là, avec l'idée du peuple, donc l'Assemblée constituante, c'est l'ensemble des pays de l'époque, en 2006, notamment qui étaient souverains, indépendants, qui ont pris part à des discussions et qui ont voté à cette assemblée, au terme de cette assemblée, et qui a donné naissance au Conseil des Nations Unies, pardon, le Conseil des droits de l'homme. Alors, son rôle consiste à promouvoir trois choses. D'abord, le respect universel et la défense des droits de l'homme. Ça, c'est le premier rôle. Le second rôle, c'est aborder, discuter, analyser la situation des droits de l'homme au niveau international, mais surtout dans le cadre des pays signataires des traités. Ceux qui en font partie, qui l'ont ratifié, qui l'ont adopté. Et troisièmement, promouvoir l'intégration des droits de l'homme dans tous les aspects des travaux des Nations Unies. Ça veut dire tout ce que les Nations Unies peuvent faire comme travail onusien doit intégrer cette dimension de droits de l'homme. L'exemple qu'on a eu dernièrement dans la tête, c'est concernant le Global Compact for Migration, ça veut dire dans tous les sujets d'immigration. Donc, par exemple, ils ont vraiment respecté ces accords réalisés par ce bureau. C'est-à-dire que là où il y a un travail qui se fait au niveau des Nations Unies, on va demander aux membres du Conseil de voir quelle est l'implication de n'importe quel traité sur les droits de l'homme. N'importe quel traité. On va dire que
oui, ce traité, bien qu'il peut être limité, qu'il peut être technique, qu'il peut être circonscrit dans les compétences, dans le temps et dans l'espace, il faut qu'il intègre la dimension droit de l'homme, ça veut dire question genre, question handicap. Quand on parle par exemple des schémas de la ville, dans le schéma de la ville, dans l'organisation urbaine, il faut qu'on parle des accès pour les handicapés. Les ascenseurs, on l'a vu à la fac. Alléluia. Il y a aussi la rampe pour les voitures pour les femmes handicapées, les toilettes, bien entendu, les moyens de transport, exactement. Quoi d'autre? Au niveau des parkings. Au niveau des parkings, tout à fait. Au niveau même de la construction des voitures. Au niveau de l'éducation aussi. Des motos, il faut qu'on trouve un moyen pour que les handicapés de monde inférieur et supérieur adapter la conduite à leur handicap. On peut aussi parler des politiques publiques sanitaires, comment le système de santé se doit de prendre en charge d'abord l'ensemble des citoyens, mais surtout pour ceux qui ont des handicaps particuliers, la question de la prise en charge, la question de la spécialisation, créer un système de formation professionnelle qui va à l'encontre des besoins de personnes en handicap ou de mobilité réduite, et ainsi de suite. Donc, la sexualité, au niveau de l'éducation, vous voulez dire? Oui. Tout à fait. La médecine, oui. La médecine, la reproduction. Tout à fait. Les aides sociaux, oui. Les facilités qu'offrent les universités, par exemple, aux gens qui sont fait en matière de la préparation des examens et comment les faciliter. Voilà. Vous voyez, tout ce que peut être discuté au niveau des Nations Unies se doit être exprimé en droit de l'homme. C'est-à-dire voir comment ce que un traité international peut avoir comme incidence en termes de droits de l'homme sur les individus, les groupes, les pays, et ainsi de suite. Alors, Monsieur, est-ce que ces hauts organes ont une force sur la scène, dans la scène internationale? J'ai pas entendu deux fois. Les organes comme le Conseil des droits de l'homme, Oui. est-ce qu'il a une force sur la scène internationale? Non, c'est pas la question. C'est pas la question d'avoir une force ou avoir. Même les Nations Unies n'ont pas de force. Même au dehors du Conseil de sécurité, il y a une force. Le reste n'a pas de force parce que la nature du droit international même, c'est pas quelque chose d'obligatoire. On ne va pas vous sanctionner comme on le fait dans le cadre national. Si vous êtes signataire, vous êtes partie d'une convention, eh ben, on suppose que, principe de bonne foi, il faut l'appliquer, il faut la respecter. Si vous n'êtes pas membre, ben, il n'y a rien qui va vous obliger à le faire. Mais il y a des sanctions d'ordre moral, des sanctions d'ordre économique et des sanctions d'ordre politique. Mais une fois un État ratifié une convention, ça va faire partie du champ obligatoire. Donc, il doit honorer ses engagements. Oui, mais si les honorables, Il va être sanctionné. comment? Il va aller en prison? Non, des sanctions économiques. Non, je ne veux pas. Ils sont dans le Il va être. Non, il n'y a pas de rapport, c'est ça. On est dans le cadre du Conseil de sécurité. Monsieur Dorfman, tout le monde restera comme des spectateurs concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bah, c'est ce que je fais. On peut couper les transactions. Pardon? Si on peut couper les transactions. C'est très rare qu'on le fait. Très très rare. La plupart du temps, c'est une réprimade, c'est une suspension de participation au déroulement et parfois même l'exclusion de l'ONU. Du cercle. Mais la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça.
Bien sûr, mais on part sur une dimension normative dans laquelle ils sont tous égaux, là, le Botswana et les États-Unis, ou la Russie et l'Ukraine, mais ça c'est le problème juridique. Ce n'est pas la politique internationale. Monsieur, même l'organisation des Nations Unies, il est basé sur la politique et l'interne. On ne peut pas sanctionner. Maintenant, on voit l'interne. Même, par exemple, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, chacun prend l'intérêt, son propre intérêt. On s'arrange vers le côté qui va nous servir. Ça reste ni droit d'homme, ni la rien. morale ou les intérêts? Là, les intérêts maintenant. Déjà. Monsieur, il y a une institution judiciaire, la Cour internationale qui tranche les litiges au cas où un débat n'en pas assez d'engagement. Pas dans le cadre du traité, c'est dans les violations. Violation d'un traité. Là, la violation, pas une violation, mais la violation des droits. Alors, ça c'est autre chose. On viendra quand on parlera du système judiciaire, si vous me laissez le temps de le faire. Mais sinon, non, c'est pas à ce niveau et c'est pas dans cet ordre de choses. Déjà le fait d'être adhérent à l'une des institutions onusiennes, c'est déjà en fait un privilège, ou bien un label, voilà. Donc d'appartenir ou bien d'être une partie signataire, c'est déjà une référence pour les pays, non seulement pour tirer des profits, mais quand même pour se distinguer, pour avoir des pouvoirs de négociation à l'échelle internationale. Oui, en ce sens-là, oui, ça va amoindrir, ça va affaiblir votre position à influencer la scène politique internationale, la scène internationale. Oui. Alors, je continue. Alors après, vous avez ici des données qui sont produites, qui ne présentent pas de difficultés particulières. Alors, à la page 8, et ça c'est très important, c'est que le Conseil des droits de l'homme se réunit tout au long de l'année, au minimum 3 fois. On peut ajouter quelques sessions ordinaires, moyennant, disons, l'acceptation des 2 tiers de ses membres. Ce qui est important, c'est qu'il faut dire que comment fonctionne le Conseil des droits de l'homme. Alors, non, je ne parle pas de la structuration des droits de l'homme, je parle du fonctionnement. Alors, il y a 3 sessions par an, à laquelle on peut ajouter une session, dans l'une des sessions principales, les autres peuvent être des sessions extraordinaires, qu'importe. Mais comment fonctionne-t-il? C'est-à-dire, par quels moyens, alors je dirais, par quelle modalité, voilà, pas quels moyens, mais quelle modalité, disons, fonctionne-t-il? Eh bien, le premier, c'est l'examen périodique universel, ce qu'on appelle l'EPU, l'examen périodique universel, qui est un mécanisme d'évaluation périodique pour voir à quel point les parties ont respecté les droits de l'homme dans leur pays. C'est un examen national, c'est au niveau national, pas au niveau régional. Alors, ensuite, nous avons les procédures spéciales. Troisièmement, le procédé de plainte. Nous avons, en 4e ligne, le groupe de travail sur le droit au développement. Le groupe de travail sur le droit au développement. Et
le mécanisme des experts sur les droits des peuples autochtones. Il y a aussi le forum sur les questions relatives aux minorités. Et finalement, le forum social, dont on a énormément parlé pendant la COP 21, la COP 22 et la COP 23, l'environnement, sur l'environnement. Et alors, il y a d'autres mécanismes relatifs à l'application effective de la Déclaration des droits de l'homme, mais ce sont des recommandations qui relèvent de recommandations. Là, nous avons l'exemple de la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie et l'intolérance qui s'est tenue à Durban, en Australie, en 2001. Donc voilà, ce sont des mécanismes, disons, à l'aide desquels les Nations Unies, le système onusien, travaillent pour renforcer, promouvoir, faire respecter et défendre ou protéger les droits de l'homme. Alors, tout à l'heure, vous avez prononcé à 2 reprises le mot peuple. C'est-à-dire, c'est le peuple qui fait... Alors, ça, on peut le peuple, on peut l'admettre comme une source de légitimité dans le cadre des États-nations, dans le cadre des États nationaux. Mais pas au niveau international, au niveau international, il n'y a pas un peuple. Et il y a plusieurs peuples selon la diversité des peuples et des États et des nations qui forment ce qu'on appelle la société internationale. Mais il n'en demeure pas moins, on ne parle pas de peuple, mais on parle d'ONG, des organisations non gouvernementales. Et on parle surtout de société civile, les organisations ou les associations de la société civile. Qu'est-ce que c'est que la société civile? Qu'est-ce que c'est que la société civile? J'aimerais bien entendre d'autres voix, d'autres personnes. Qui ont un but civil. Pardon? Qui ont un but civil, non lucratif. D'accord. Ok. Ils n'ont pas la personnalité morale. Non, C'est la société non gouvernementale. C'est une société non gouvernementale, d'accord. Mais pourquoi elle est civile? Ah, ça c'est le droit privé. Les acteurs sont Et les il est acteurs. créé par le peuple, pour le peuple, pour défendre les... C'est la science politique. Classique. Vous dites quelque chose? Non? Pour défendre les intérêts des individus. Oui. Alors, attendez. Oui, allez-y. Très bien, oui, tout à fait. Mais d'abord, voilà, exactement. Ce sont des associations émanant de la société qu'on dit civile pour l'opposer à autre chose, pour l'opposer à la société politique et à la société militaire, c'est-à-dire à l'armée et à l'État. Ça veut dire si vous n'êtes pas de l'administration publique civile et vous n'êtes pas de l'administration publique militaire, eh ben, on ne vous entendra pas, on ne vous écoutera pas. Alors il faut un tiers sujet qui puisse s'exprimer et exprimer ses situations propres en dehors des pouvoirs établis. Et en ce sens-là, on l'appelle civil. Ça veut dire ceux qui ne portent pas l'arme ou qui n'ont pas la décision. Un policier, il a la décision, le professeur dans le cadre public, il a, le médecin, il a la décision, le militaire, il a aussi la décision, il porte de l'arme, donc il a l'autorité matérialisée. Mais ceux qui n'ont rien, est-ce qu'on ne doit pas les écouter? Bien sûr, il faut les écouter. Il faut les entendre leur doléance. D'abord, quelle est la raison d'être de l'État? Je
parle pas de la raison d'être. Je parle de la raison d'être. Je vois comment utiliser. Le pouvoir régalien, les institutions régaliennes, ça renvoie au pouvoir central. Ça veut dire que c'est un prérogative. Donc le roi, ça ne regarde pas. C'est mon pouvoir régalien. Ça veut dire souverain. Lorsqu'il y a une décision qui est faite qui ne plaît pas au peuple, eh ben, il n'y a rien à changer parce que ça relève de l'autorité régalienne du pouvoir central pour décider ce qu'il voit lui comme quelque chose d'important et de nécessaire. Ce n'est pas sujet à une discussion démocratique ou à une démocratie. D'accord? Je vois quand on utilise le pouvoir régalien ou la compétence régalienne, c'est pour montrer le pouvoir de l'État indiscutable, presque autoritaire. Irrévocable, non négociable. Irrévocable et indénégociable. C'est la défense, ce sont des Voilà, ce sont les choses que seul un chef d'État responsable se doit de prendre, même si ça ne plaît pas à la majorité ou alors, non, la société civile, donc, c'est tous ceux qui ne possèdent pas le pouvoir administratif ou le pouvoir militaire. Et en ce sens-là, la société civile a aussi le droit de s'exprimer et d'exprimer de son point de vue et d'exprimer ses volontés. Donc, la société civile, si vous l'avez remarqué, au départ, quand on a parlé de la partie introductive, quand on était à l'annexe, on a parlé de la notion furtivement, de la notion de société civile chez Gramsci. Et je vous ai dit que chez Gramsci, Antonio Gramsci, le philosophe italien, le militant du Parti communiste italien, très très intelligent, qui a développé énormément qui a développé la notion de société civile à partir de la notion de société civile chez Hegel et chez Marx. Donc, cette filiation historique de la notion de la société civile, il a commencé avec Hegel et qui était critiqué par Marx, mais qui a été développé par Antonio Gramsci, qui a montré que la société civile, c'est le pouvoir. C'est l'idéologie. C'est l'idéologie. Oui, exactement. C'est l'idéologie, le facteur, l'idéologie qui structure la société, qui donne des rôles à ceux qui ne peuvent pas jouer le rôle de pouvoir. Et la société civile, elle est faite d'hommes et de femmes, et surtout de clubs, de tennis, de clubs de bridge, de clubs d'échecs, de clubs. Mais ces clubs-là étaient caractérisés par quelque chose de très important, c'est la création d'un espace de délibération publique et de discussion que les États ne veulent pas fournir à la société. Je vous donne un exemple qui illustre bien mon propos. À l'époque coloniale, la France empêchait toute dynamique nationaliste, toute possibilité que les Marocains puissent se rencontrer, discuter de leur situation et échanger sur la manière dont la colonisation, la France comme pouvoir colonial, gérait le Maroc. Alors, on interdit aux Marocains d'accéder au Parlement, d'accéder aux collectivités locales parce qu'il n'y avait pas d'élection. Alors, pour contrer cela et discuter en toute tranquillité, on créait des associations sportives. Le Wydad, c'était le premier club sportif marocain d'obédience nationaliste. Oui. Et dedans, on jouait le foot, mais on parlait politique. Et surtout quand on jouait contre une équipe de Français. Donc c'est exacerber le sentiment nationaliste. Pareil, quand on voulait discuter d'un problème politique, qu'est-ce qu'on faisait? On organisait un géant, un chiant. Ou la stratégie du Hira, c'est pour prolonger le temps de discussion entre les représentants des familles qui, à l'intérieur, il se trouve qu'il y a un représentant du parti nationaliste, l'Istiqlal.
et qui secret et qui lui rendait compte à sa hiérarchie sur l'état d'esprit des Marocains. Est-ce qu'on est mûr pour lancer la lutte nationale pour l'indépendance ou pas encore, et ainsi de suite. Et la plupart du temps, on jouait Les cartes. oui, les cartes. Tu dis exactement. Pardon? Ah non, ça c'était. Alors là, tu découvres là devant la colonisation. Tu dis que tu lis de la poésie d'Al-Jazir. On le fait très discrètement. On jouait aux cartes de l'ordre. Non. D'abord, oui. Vous voyez? Et tout cela, c'est un prétexte. Et bien, c'est ça la société civile. La société civile, ce sont des clubs sportifs, ce sont des clubs de lecture, en Europe, c'est aussi le café. Le café, c'est la création, bien entendu, des Turcs, des Ottomans, mais ça a été repris par l'Europe bourgeoise pour développer, sur la base justement politique, un commerce de café, de cigarettes, tout ça c'est ottoman, que ce soit le turc, le Hawa, ou l'espace de Makra, ou la cigarette, ou Pava, Shima, tout ce que vous voulez, c'était au pouvoir de l'alcool, tout cela, tout cela créait un espace privé permettant aux individus de s'échanger des points de vue politiques, sociaux, économiques, et ainsi de suite. C'est ça la société civile. Du moins, c'est ça la genèse de la société civile. Aujourd'hui, la société civile peut s'organiser dans des associations, des organisations de, disons, autorisées, légales. Voilà. Donc nous avons vu le pouvoir régalien, quand est-ce qu'on peut l'utiliser, la société civile, qu'est-ce qu'il faut entendre par société civile, dans le contexte politique, dans le contexte juridique et dans le contexte des droits de l'homme. Et les libertés publiques s'occupent de l'organisation des libertés individuelles et collectives pour créer cette société civile et lui donner la possibilité de dire oui. Parlons de la nature, ou bien de la nature des clubs dans le sens s'ils sont des organisations légales. C'est pour l'État, déjà, c'est bien pour l'État pour maîtriser toute implantation idéologique qui va venir. Donc c'est une sorte de mise en il garde toujours sa main sur الله يخليكم المرة الجاية ما يجي غير الملقى. يا شيخة ما تجيش. ما يجي. Je disais que l'État il garde toujours sa main sur ses activités. C'est le contrôle, oui, bien entendu. Alors, les ONG et le Conseil des droits de l'homme, alors, il n'y a que les ONG qui sont dotées d'un statut consultatif. Il faut souligner statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Pourquoi consultatif? Parce qu'on leur reconnaît le droit d'être présent et d'assister au déroulement des discussions. Et ils participent aux sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil des droits de l'homme. Et leur participation est basée sur les modalités et pratiques observées par l'ancienne Commission des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a une continuité entre le Conseil des droits de l'homme et l'Assemblée, la Commission des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme, et ça continue depuis 1996, depuis le changement justement de ce statut. Alors, les ONG sont dotés de statut consultatif auprès du Conseil économique et social et qui peuvent soumettre leurs déclarations écrites avant une session donnée. Ça, c'est pour vous le dire, ça ne présente pas de choses extraordinaires et compliquées qui demandent à être expliquées. Alors maintenant, nous passerons à l'examen périodique universel.
qu'est-ce que c'est que l'examen périodique universel? Monsieur, il permet d'examiner les États membres s'ils vraiment ils respectent ce qui a été discuté aux zones. Exactement, tout simplement. L'examen périodique universel, c'est par les missions du Conseil des droits de l'homme. Elle a pour objectif Évaluer les opinions. d'évaluer si les États ont respecté les droits de l'homme. D'accord. Et il soutient combien de fois par an? Il met la lumière sur chaque État, comment il gère ses droits de l'homme et il l'applique chaque 4 ans. Exactement, exactement. Alors, oui, tous les 4 ans, il se réunit tous les 4 ans, et les 48 États membres de ce Conseil prennent connaissance de la situation des droits de l'homme dans chaque pays, mais il faut dire que les États qui se réunissent dans le cadre dans le mécanisme d'examen périodique universel, ils ont 3 missions. Premièrement, s'informer ou informer et se rassembler par l'État afin d'examiner la situation des droits de l'homme. Mais cela ne peut se faire que par rapport au national. Ça veut dire qu'on ne va pas discuter les pays tous ensemble, mais chaque membre va exposer la situation des droits de l'homme chez lui. Et donc, c'est sous forme d'un rapport national que les intervenants s'expriment. La dernière fois, nous avons vu le représentant de l'Algérie critiquer le Maroc. C'est incroyable comment un État qui a tout à se reprocher sur les pratiques de droits de l'homme chez lui critique un autre État, et notamment son voisin. Ça, ce ne se fait pas. Généralement, on expose la situation des droits de l'homme dans son pays. Alors, deuxièmement, la deuxième mission, c'est une compilation d'informations sur l'état examiné. Ça veut dire, on regroupe, on collecte les données, les informations sur les droits de l'homme dans ce pays-là, et on en fait un rapport pour le Haut Commissariat des droits de l'homme. Et finalement, on présente un résumé établi par le Haut Commissariat des droits de l'homme. Et donc, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, on peut donner la parole aux ONG, aux institutions académiques, aux instituts de recherche, aux défenseurs des droits de l'homme, des militants des droits de l'homme dans leur qualité d'individu. Voilà un peu l'examen périodique universel, et généralement le rapport se fait sur la base d'un troïka. Le troïka, ça veut dire trois éléments, 3 composants qui sont plus ou moins sélectionnés parmi les différents groupes régionaux des Nations Unies. Alors nous avons les rapports nationaux, mais nous avons aussi les rapports régionaux. C'est-à-dire il y a le Conseil des droits de l'homme de l'Union africaine, le Conseil des droits de l'homme de l'Europe, le Conseil des droits de l'homme de l'Amérique du Nord, le Conseil des droits de l'homme des organismes du Pacifique, et on peut demander aux représentants responsables du Conseil des droits de l'homme régionaux de s'exprimer ou de commenter la situation des droits de l'homme dans la région. Et dans ce cas-là, on peut discuter de pays spécifiques, on peut parler de problématiques horizontales ou verticales. Ça veut dire horizontale dans plusieurs pays, ou verticale, horizontale plusieurs pays, verticale un seul pays. Alors,
autant pour le rapport universel, pour le PU, les représentants écoutent l'exposé de chaque responsable pour chaque pays. Oui. Et alors, comment pouvons-nous savoir si c'est divers ou vrai ou faux? Eh bien, on va en parallèle écouter les militants des droits de l'homme, on va écouter les organisations non gouvernementales, on va donner la parole aux journalistes qui ont reporté des exactions des droits de l'homme, des répressions pour les droits de l'homme. Donc, et finalement, regrouper l'ensemble des discussions pour avoir une idée plus ou moins claire, plus ou moins objective sur la situation dans un pays donné, avec la promesse d'une autre rencontre dans laquelle on va discuter de ce qui a été fait selon les remarques et les observations qui vont être mises par les différentes commissions à l'égard des représentants d'un pays donné. Et ce représentant, il va faire part des recommandations, des observations à son gouvernement, et son gouvernement se doit par la suite, il a une période de 4 ans pour rectifier, pour corriger, pour répondre réellement aux observations, aux recommandations des différentes commissions. Si vous voulez retourner vers l'idée que je viens de dire, vous m'avez dit qu'il se voit à ce niveau, la Cour internationale de justice. Tant que l'État n'est pas sanctionné par la Cour internationale de justice, monsieur, à quoi sert la ratification, à quoi sert la signature et la ratification d'un traité ou d'une convention quand il n'y a pas une sanction, quand un État viole une obligation ou une clause de ce traité? Alors, vous parlez de deux choses différentes. Vous parlez, par exemple, de problèmes relatifs aux exactions des droits de l'homme au niveau individuel. Ça peut arriver. Alors ça c'est autre chose. Là où nous voulons en venir, c'est de montrer qu'en fin de compte, oui, ce sont des exactions non systématiques et non généralisées. Ça peut arriver entre un policier et un conducteur, entre un militaire et, disons, un citoyen. Mais on va voir comment l'État a répondu à cela. Est-ce que l'État est intervenu pour, disons, comment dire, pour résoudre la situation en fonction des données? Ou bien l'État va tourner la tête et va laisser faire. Si l'État laisse faire, ça veut dire que l'État est complice. Et du coup, il peut être préventé. On peut lui adresser des remarques et des observations sévères. C'est ça, il n'y a pas de conflit d'un champ. Le moment où ça devient dangereux et grave, quand il y a des exactions systématiques et graves, la question des droits de l'homme, ça veut dire que l'État en fait une politique. C'est-à-dire c'est régulier, c'est récurrent, et c'est tellement récurrent et régulier que c'est grave, comme le cas de la Birmanie, comme dans le cas de la Syrie, ou de la Libye à l'époque, ou de l'Algérie aujourd'hui, ou de l'Égypte. Là, ça devient, ou l'Arabie Saoudite avec Yémen. Alors le Yémen, c'est une guerre civile, l'État n'y est pas tout à fait présent, mais bon. Donc là, ce sont des actions à grande échelle. Et c'est là où la Cour pénale internationale intervient. Elle n'intervient pas sur le fait que l'État n'a pas respecté les 148 individus à s'exprimer sur le problème de l'autoroute ou de tracé de TGV dans un espace donné.
Sur un bout de papier. Je vous dirai plus. Vous ne voulez pas marquer votre nom? Marquez votre nom. Écrivez votre nom sur un bout de papier. Vous aussi. Je tiens à ce que vous marquiez votre nom, votre prénom et votre numéro d'apogée sur un bout de papier, sur le même. D'accord? Dorénavant, c'est comme ça que ça va se passer. C'est le meilleur moyen pour vider conflit. Alors, donc, on a dit qu'il va y avoir des rapports des États, mais aussi les rapports des ONG, le rapport des experts indépendants, le rapport spéciaux et les rapports du secrétaire général de Nations Unies. Alors, lisez, ce n'est pas vraiment compliqué, ce sont des procédures, ce n'est pas vraiment compliqué, s'il n'y a jamais une complication, vous pouvez revenir à n'importe quel moment sur les modalités. Alors, on arrive à la page 12, les procédés de plainte. إجراءات الشكاية les procédés de plainte. Alors, qu'est-ce que c'est que les procédés de plainte? Voilà. Alors là, vous voyez, on commence à changer de niveau de discussion. Quand on parle de flagrant et de systématique, ça peut concerner aussi bien les individus que le groupe, mais ce qui est important, c'est que c'est un niveau d'exaction. C'est un niveau supérieur d'exaction à l'égard des droits de l'homme. Allez-y. Quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Attendez, je vois que c'est une procédure à suivre lorsqu'il y a une violation d'une règle entre deux États, pas plus. Très bien. Vous avez expliqué tout à l'heure les actes réguliers et systématiques. Très bien. Alors, les procédures de plainte du Conseil des droits de l'homme traitent des cas de violation flagrants et systématiques attestés de droits de l'homme et des libertés fondamentales ayant lieu dans toute partie du monde et de toute question, dans toutes les circonstances. Ça veut dire qu'ici, là, tout État peut demander la condamnation d'un autre État par rapport aux exactions des droits de l'homme. Mais bien entendu, la condamnation, c'est un mot fort, très fort, tellement fort qu'on doit démontrer deux choses.
démontrer que d'abord c'est très flagrant, c'est-à-dire caméra, à l'appui, les policiers qui frappent les manifestants pacifiques, qui ne sont pas armés, qui ne s'opposent pas, qui n'opposent pas de résistance à l'autorité publique, mais aussi que cela se fait tout le temps et dans toutes circonstances, c'est-à-dire systématique, que le mot d'ordre de l'État à ses agents de police ou militaires, de leur dire à chaque fois que vous voyez une manifestation autorisée ou pas, il faut sévir. Donc voilà le point de procédé. Alors, tout individu ou groupe peut porter une plainte devant le Conseil des droits de l'homme et demander la sanction ou demander la condamnation de cela. Alors, par la suite, le comité consultatif des droits de l'homme, c'est un comité qui remplace la sous-commission de la protection et de la promotion de la protection des droits de l'homme. Et ce sont des données qui me semblent ne sont pas compliquées pour s'y arrêter. Ce sont la composition du conseil, du comité consultatif, ses prérogatives et bien entendu son fonctionnement qui se réunit telle fois par an et qui traite de tels sujets et qui donne lieu à des rapports, et ces rapports-là peuvent servir pour les discussions à venir, mais peuvent servir aussi pour la condamnation de tout État récalcitrant. Qu'est-ce que ça veut dire un récalcitrant? Vous n'entendez pas? Qu'est-ce que c'est que vous savez, un État récalcitrant? Pardon? Qui ne veut pas obéir aux règles. Non. Qui résiste. Oui. Qui n'accepte pas les règles imposées par l'État. Récalcitrant, c'est quelqu'un qui aime bien la prise. Récalcitrant, c'est celui qui répète les mêmes erreurs. C'est celui qui répète les mêmes erreurs. Pardon? Très bien. Alors, la troisième commission de l'Assemblée générale, c'est un autre mécanisme. Alors, tout simplement, je pense qu'on ne va pas s'arrêter énormément là-dessus. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour la simple raison, c'est que la commission de l'Assemblée générale, c'est le lieu et le moment où tous les pays du monde, membres des Nations Unies, se réunissent. Et quand ils se réunissent, c'est pour différentes questions. Et ils votent ces questions, ils prennent parti, ils discutent. Mais nous, ce qui nous intéresse dans le déroulement de l'Assemblée générale, c'est la commission des droits de l'homme. C'est la troisième commission des droits de l'homme qui traite de façon privilégiée les droits de l'homme dans le monde. Eh bien, cette commission, troisième commission de l'Assemblée générale, est là pour mission de veiller au bon respect des droits de l'homme au niveau international. Et elle peut aussi traiter des questions sociales, humanitaires, culturelles. Ça veut dire qu'elle traite des droits de l'homme dans leurs dimensions diverses. Il n'y a pas uniquement les droits de l'homme au sens restreint, au sens public, mais tout ce qui peut toucher aux droits de l'homme, pas uniquement en termes de liberté individuelle, ça pourrait être aussi l'accessibilité des handicapés à certains espaces, ça peut être aussi du système de santé et de soins, ça peut être les problèmes de logement, tout ce que les droits de l'homme peuvent avoir comme dimension. Alors, bien entendu, les discussions dans le cadre de l'Assemblée générale ne sont jamais obligatoires. Les seules choses qui sont obligatoires, c'est quand cela est discuté dans le cadre du Conseil de sécurité.
Et même le Conseil de sécurité, il peut voter parfois ou soulever l'article 6 et l'article 7 de la Charte des Nations Unies. Ça veut dire, là, on entre dans la sanction, on entre dans les véritables choses les plus sérieuses, c'est-à-dire l'embargo, les sanctions économiques, les sanctions politiques, les sanctions commerciales, et ça peut aller même jusqu'à l'autorisation d'utiliser la force pour intervenir là où des agressions larges et massives des droits de l'homme ont été, disons, commises, et c'est la pire des choses qui puisse arriver à un État. L'Irak a été condamné sur la base de l'article 7 de la Charte des Nations Unies. L'ex-Yougoslavie, la même chose. Pardon? Je pense que... Non, la Russie, c'est pas encore le cas, parce que la Russie, c'est un membre du Conseil de sécurité qui a le droit de veto quand il peut s'opposer à sa condamnation. C'est pas logique. Monsieur, même si on a la majorité, non, puisque les autres pays qui ont le droit de veto, Il y en a 5 qui ont le droit de veto. Oui, dans ce cas-là, il faut que le membre concerné ne soit pas invité au déroulement des discussions et au vote. C'est le seul moyen, mais ça n'a pas été prévu dès le départ. Monsieur, est-ce que les autres pays peuvent enlever le droit de veto de la Russie? Non. 5 membres. Ils peuvent. C'est comme ça. C'est malheureux, c'est comme ça. Avec le temps, ça va changer. Peut-être, c'est possible, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais on aura un autre problème avec les États-Unis qui vont. Vous voulez porter solidaire avec vos camarades? Votre mère ne peut pas attendre jusqu'à ce que c'est. Ah oui, c'est grave. Alors la prochaine fois, si le vote n'est pas rendez-vous, ne venez pas. D'accord? C'est la pluie, c'est le brouillard, c'est la brume, le verre de table. Alors, vous voyez ce que nous en sommes. Alors, et on arrive, je pense, oui, le troisième novembre, c'est terminé. Alors, on va s'arrêter là, parce que la suivante, c'est le moment où nous attendons de partir. Et on reprend à la page 14, lycée, ne venez pas en retard.